un sens des responsabilités, c'est assumer ses actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est donc se soucier de la qualité de son travail, de ses paroles et de ses actions. Très heureux de vous retrouver en ce début du mois d'août. Messieurs et dames, bonsoir. Bienvenue au premier numéro de Palais de l'éducation de ce mois. La responsabilité des parents en période des vacances, voilà le terme qui attire notre attention cet après-midi dans cette émission sur la JCTV, la chaîne de la vraie différence. Monsieur Benjamin Nabessiba, sociologue, vous êtes président d'association et Regard citoyen et action collective. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Mathieu, et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. D'accord, bon, comment allez-vous? Je vais bien. Et comment va donc votre association? Tout le monde se porte bien. Donc, bienvenue dans ce nouveau mois. Merci, c'est le mois d'août. Qu'est-ce que vous avez à dire en guise de reconnaissance? Bon, en guise de reconnaissance, on dit merci à Dieu Oui. de nous avoir conduits jusqu'à ce mois. Et faire 8 mois dans une année, ce n'est pas facile. Et c'est vrai que les temps sont durs, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais le fait qu'on est en vie et qu'on a la santé, et on sait que Dieu pourvoira à tous nos besoins. D'accord, ça me va donc parce que vous avez fait un clin d'œil au Créateur. Et c'est pas tout le monde qui aime ça, le dit publiquement. Mais quoi qu'on dise qu'on soit... Bon, c'est la culture occidentale, si on le dit, qui nous apprend qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, les athées, les quoi. Mais dans toute réaction, suivez quelqu'un qui va te dire que lui ne croit pas en Dieu. Suis-le dans une action où il y a danger, il sera le premier à dire Jésus-Christ ou bien Seigneur. Donc ça veut dire qu'au fond, on croit en quelque chose. Voilà. D'accord, là c'est très bon, monsieur Benjamin. Commençons donc cette émission en cherchant à définir la responsabilité. Donc c'est quoi la responsabilité? Alors pour aller rapidement, quand on dit responsabilité, on peut simplement dire que c'est l'obligation pour une personne d'être responsable de ses actes, de les assumer et d'en supporter les conséquences. Alors, pour aller simple, si je prends un exemple, supposons on dit quand le feu est rouge, on ne passe pas. Le feu est rouge, je le brûle, je rentre. Je cogne quelqu'un devant. Ça veut dire que j'ai été irresponsable en brûlant le feu. Donc, l'acte posé a des conséquences. Donc tu dois assumer ces conséquences-là. Voilà, c'est en cela qu'on parle de responsable. Tu ne peux pas dire que j'ai brûlé le feu, bon, je ne savais pas. Non. Non. Quand on dit responsabilité, ça veut dire que tu es conscient de ce que tu as fait. Donc tu dois assumer ce que tu as fait et les conséquences que cela entraîne. Voilà simplement pour résumer quand on parle de responsabilité. Des fois, et avec son engin, si les freins ou le frein est lâché, voilà, et tu joues le feu, est-ce que la personne... Oui, c'est en cela que avant de sortir, il faut s'assurer que ton engin peut rouler. Oui, voilà. Parce que, bon, vous m'excusez, mais il y a des épaves roulantes sur nos routes. Et il faut t'assurer que tes freins fonctionnent. Que tes feux arrière, arrêt, tout ça, là, ça fonctionne normalement avant de te mettre sur la route. De telle enseigne que si un accident arrivait, tu as la responsabilité. Tu ne vas pas dire que non, c'est parce que mon frère ne freinait pas, que a lâché que j'ai fait ceci. Non, 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 non. Ça, tu vas gérer ça avec l'assurance. Mais sur le coup de l'accident, tu es responsable de ce qui s'est passé. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Et dans le cadre de notre thème du jour, c'est quoi la responsabilité des parents? Parce que c'est de ça qu'il s'agit vraiment. Voilà. Maintenant, s'il faut aller sur le terrain de la responsabilité des parents. Alors, quand on dit responsabilité parentale, c'est l'obligation faite à un parent d'assurer, la nourriture de son enfant, son hébergement et sa santé mentale et physique, et de prendre des décisions en cas de maladie.
C'est ça la responsabilité d'un parent. La sécurité de l'enfant. Le nourrir, l'héberger et assurer une santé mentale, physique à l'enfant. Et donc, vous êtes sociologue et vous êtes spécialement invité dans ce numéro pour parler de la responsabilité des parents, de ces enfants-là aussi qui sont en vacances. Normalement, c'est le temps de pause, de récréation, de repos, mais il y a beaucoup de dérapages que nous rencontrons sur le terrain. C'est pour cela que nous vous avons fait appel et vous avez répondu à notre appel. Donc, je profite de cette occasion pour vous dire d'abord merci et encore une fois, soyez les bienvenus dans cette émission et nous allons toucher un aspect qui est très important quand il s'agit des responsabilités de nos parents. Et très souvent, nous entendons parler de l'autorité parentale. Monsieur Benjamin, et les téléspectateurs veulent vraiment avoir une bonne compréhension de ce terme. Merci, Monsieur Mathieu. Alors, quand on parle de l'autorité parentale, là aussi, il faut voir l'aspect, c'est un peu plus l'aspect légal. Donc, c'est quoi l'autorité parentale? C'est-à-dire que c'est la responsabilité du parent d'assurer le droit et devoir de l'enfant. Dans ce sens que si tu es un parent et que tu as un enfant, ce que l'enfant fait, ça t'engage. Ce que l'enfant fait, ça t'engage. Non seulement cela aussi, tu as la responsabilité d'assurer à l'enfant une protection. Donc, ça dit que la relation entre toi et ton enfant, dans le cadre légal, qu'est-ce que le droit dit par rapport au rapport entre parents et enfants? Voilà. Donc, c'est plus côté légal quand on parle de l'autorité parentale. Et quand on va aussi au niveau de l'autorité parentale, ce n'est pas seulement le parent. Là, on met le tuteur aussi dedans. Tuteur. Je suppose. Oui, voilà. C'est comme si vous êtes dans mon esprit. Et je voudrais venir sur cet aspect, sur les deux thèmes-là. On parle de parents, on parle de tuteur. Oui, on veut comprendre mieux les deux thèmes. Vous venez de l'évoquer, donc rentrons en même temps dedans. Ok, d'accord, merci. Alors, quand on parle de parents, automatiquement, on entend parents biologiques. Oui. C'est-à-dire que c'est mon enfant, oui. C'est ma fille. Oui. Mais quand on parle de tuteur, oui. Là-bas, c'est plus confié à. Oui. J'ai mon enfant et peut-être il a le bac. Oui. Je veux qu'il aille à Lomé étudier. Oui. Je le confie à mon petit frère, à ma grande soeur, à une tante, à un cousin. Toutes ces personnes-là sont des tuteurs ou tutrices de mon enfant. C'est-à-dire que sur le lieu où mon enfant est allé, oui. Il me remplace. Donc souvent, et c'est là qu'on parle de tuteur. Donc pour signer un papier d'autorisation parentale ou un paraphe où ça doit être le parent qui doit le faire, le fait que moi, le père biologique, je n'y sois pas et que l'enfant a été confié à quelqu'un, la personne assume le rôle de parent. Et c'est là aussi que ça joue un peu. Si l'enfant fait quelque chose là, il est responsable. Le tuteur est responsable parce qu'il est en train de jouer le rôle du parent à l'instant où l'enfant est avec lui. Et quand est-ce que vous parlez souvent dans la vie active, on entend parler de géniteurs, de parents biologiques et tout. Oui, ça fait partie de la thématique en question. Donc, quand est-ce qu'on pourrait dire que celui-ci est mon géniteur, celui-ci, voilà, on doit comprendre. Oui, bon, l'Occident aussi nous a appris beaucoup de choses sur cette affaire de parents, géniteurs, bon, tout un mélange. Et parfois, l'enfant, il naît ici, il grandit avec certains, il les appelle mes parents. Oui, ça arrive. Mais n'oublions pas que le lien de sang est important. Voilà. Quoi que tu fasses, le père et la mère qui t'ont conçu, ce sont les premiers tes parents. Maintenant, celui qui t'a élevé et il t'a éduqué, lui aussi, il est ton parent. Il y a ces deux aspects. Le géniteur, c'est celui qui t'a mis au monde. C'est ceux qui ont
et qui ont eu l'initiative de te concevoir, D'accord. ce sont des géniteurs biologiques. Maintenant, celui auprès de qui tu as grandi, il t'a éduqué, il t'a appris à faire tout, on l'appelle aussi parent, mais pas le parent géniteur. Il n'est pas le parent géniteur. C'est ça la différence. Je peux grandir avec quelqu'un. L'autre fois, je suivais un documentaire. Et la fille a grandi avec sa maman et un monsieur qu'elle appelait papa, alors que c'était l'amant de sa maman qui n'était pas son vrai père. Et jusqu'à 14 ans, la fille ne savait pas que, au fait, le monsieur n'était pas son vrai père. Donc il y a eu une embrouille entre la maman et le monsieur. Le monsieur est parti. C'est là que la fille a su qu'au fait, le monsieur n'était pas son papa. Donc vous voyez. Donc ça fait que quand l'enfant grandit avec quelqu'un, le sentiment parental naît. Le sentiment parental naît. Maintenant, c'est la vie qui va te faire savoir que non, celui-ci, ce n'est pas ton papa, celle-ci, ce n'est pas ta maman, il t'a juste élevé. Mais l'enfant a déjà nourri et fait grandir ce sentiment que celui-ci, c'est mon papa ou c'est ma maman. Donc le sentiment là, difficilement, il peut partir chez l'enfant. Donc c'est ça qui fait que souvent, quelqu'un va t'élever et tu vas garder vraiment un lien très parental avec la personne. Voilà. D'accord. Chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Parler de l'éducation qui passe tous les mercredis sur la chaîne de la vraie différence. Aujourd'hui, nous parlons de la responsabilité des parents en cette période des vacances. Et M. Benjamin, il est sociologue, il est mieux placé pour pouvoir nous donner les détails, pour pouvoir nous éclairer sur la thématique choisie. Nous sommes donc en période des vacances, comme je le disais, et on voit dans les coins et les recoins du pays certains enfants qui se promènent avec le vélo et d'autres jouent au ballon dans les rues, empêchant donc les véhicules et les automobiles de circuler librement. Et des fois, ça cause des accidents. Et à qui la faute, monsieur le sociologue? Voilà, merci beaucoup, monsieur Mathieu. S'il faut parler de faute, la faute est partagée sur plusieurs niveaux. La première, on quitte les parents, bien sûr. Et il faut constater que on dit ça souvent que la perte d'autorité parentale. Qu'est-ce qui fait perdre l'autorité aux parents? Vous voyez, l'enfant, on nous dit chaque fois le droit des enfants, le droit des enfants. Mais on ne s'approprie pas réellement qu'est-ce que c'est. Et tout va dans tous les sens avec des dérives. Donc ça fait qu'à un moment donné, les enfants se sentent tellement libres de faire ce qu'ils veulent, sans même tenir compte des parents. Alors, en ces moments de vacances, on voit, comme vous l'avez dit, les enfants dans les rues. Mais à un moment donné, on se demande, mais est-ce que les parents sont là? Est-ce que les parents existent? C'est vrai, les parents existent. Mais à supposer que le papa a un boulot qui l'occupe toute la journée, la maman aussi a un boulot qui l'occupe toute la journée. Mais est-ce que vous allez enfermer les enfants dans la chambre? Non. Vous avez une clôture, vous les enfermez dans la clôture? Non. Vous allez le faire 1-2 jours, mais le lendemain vous revenez, vous constatez qu'on a cassé les casseroles, on a abîmé les fleurs par ici, c'est-à-dire qu'il y a eu des dégâts. Alors, ça c'est la première partie. La deuxième, est-ce que la société même crée des conditions pour que ces enfants-là en vacances puissent être occupés? Actuellement, on a les mairies. Bon, c'est vrai que ça vient de commencer, ce n'est pas encore ça. Mais il y a des centres communautaires. En temps normal, dans chaque commune, on voit dans chaque quartier, on crée des centres communautaires. Il y a ça, il y a les maisons des jeunes, mais je ne sais pas si vraiment ça fonctionne comme ça devrait. En temps normal, les maisons des jeunes, ils doivent organiser des jeux pendant ces vacances, des jeux de culture générale, tout. Et quand l'enfant se réveille le matin, le papa est déjà allé au service. À 8 heures, il va au centre. Il y a la bibliothèque communale. Il y a les jeux. On apprend aux enfants à jouer au basket, à faire le foot. Les enfants sont plus attirés par ces jeux. Donc facilement, ils peuvent aller se détendre là
Le temps que le parent ne revienne à midi ou le soir pour s'occuper de l'enfant. Là, au moins, le parent sait que mon enfant est ici. Au moins, on le garde pour un temps. Mais tout ça, là, comme il n'y en a pas, c'est la débandade totale. Et s'il faut couronner le tout maintenant, bon, la responsabilité de l'État aussi en fait partie. Voilà. Pourquoi donc vous impliquez l'État dans une telle situation, alors que ce n'est pas l'État qui a mis au monde ses enfants? Oui, l'État n'a pas mis au monde les enfants, même l'État est le garant de la sécurité des citoyens. Étant donné que tu es citoyen du pays, l'État doit assurer ta sécurité sur tous les plans. L'État doit s'assurer que est-ce que tous les Togolais, quand ils se réveillent, ils mangent matin, midi, soir. C'est une responsabilité de l'État. L'État ne veut pas rester et puis dire que, bon, moi je dirige, tu ne manges pas, c'est pas mon problème. Non, non. Si on attaque le pays, c'est pas là-bas seul, on doit sentir l'État. L'État doit pourvoir aux besoins de tous les citoyens. L'adduction d'eau, l'État doit le faire. Tu ne peux pas être dans une zone où peut-être on te dit de payer l'impôt alors que tu n'as pas le courant, tu n'as pas l'eau. Eh bien, c'est une responsabilité de l'État de t'apporter ça et maintenant de pouvoir te demander de payer en contrepartie par rapport à l'effort qui a été fait pour t'apporter l'eau. Donc l'État a la responsabilité d'assurer la sécurité de tous les citoyens sur son territoire. Donc c'est en cela que dans les textes que l'Assemblée vote et tout, il y a aussi des textes qu'on vote pour la protection des enfants. Voilà. Si ce n'était pas le cas, on va dire que bon, chaque parent va protéger son enfant. Mais si l'État prend la responsabilité de voter des textes pour protéger les enfants, ça veut dire qu'à un moment donné aussi, l'État a la responsabilité d'assurer la sécurité des enfants, des citoyens. D'accord. Voilà. Et je voudrais aussi venir sur un aspect. Lorsque vous parliez tout à l'heure, vous avez parlé des lieux de distraction. Voilà. Et les centres communautaires, et les maisons des jeunes, et les maisons communales, etc. Et il y a aussi les parcs d'attractions. Qui accueillent les enfants. Mais je voudrais, la question est la suivante. Est-ce que nos gouvernants, oui, les autorités prennent vraiment ça, ils mettent cela dans leur agenda et ils créent quelque chose comme ça pour pouvoir occuper les enfants en ces temps-ci? Et voilà ma question. Et est-ce qu'il y a les parcs d'attractions là qui sont des parcs nationaux pour pouvoir accueillir les enfants pour éviter une telle chose qui nous gêne tant? Oui, en temps normal, les privés peuvent le faire. L'État ne peut pas tout faire, tout compte fait. Mais seulement que quand un privé met un parc de loisirs en place, mais lui veut se faire de l'argent, lui ne va pas dire l'entrée c'est à 100 francs. Lui mettra l'entrée peut-être 5 000 ou 10 000 le ticket pour rentrer, pour un seul enfant. Il y a de la bouffe, il y aura. Voilà, il y aura de la consommation, les jouets à faire, peut-être l'enfant a gâté un matériel, tout ça là, il faut le remplacer. Ça peut se faire, mais quel est le prix à payer pour rentrer dans ces parcs privés? Combien ont cette capacité d'amener leurs enfants du lundi au samedi dans un parc d'attractions? Puisque c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire qu'il est question d'occuper les enfants pendant toute la période des vacances. Du lundi au dimanche, il faut occuper l'enfant. Et un autre aspect, bon, c'est l'État qui décide toujours, mais je ne sais pas si ce sont de bonnes décisions à un moment donné. Prenez les cours de vacances. D'accord. On faisait les cours de vacances. C'est vrai que quand on dit vacances, c'est pour que les enfants s'amusent, se reposent. Mais quand on fait les cours de vacances, à quelque part, ça diminue un peu le poids aux parents. Parce que le parent, quand il se réveille le matin, il sait que c'est vrai que mon enfant passe en classe supérieure. Ce qu'on va leur enseigner, ce n'est pas grand-chose. Mais ça permet à l'enfant d'être gardé quelque part avant mon arrivée. Au moins, il y a la sécurité de l'enfant de peut-être 8h à 13h. Je sais que mon enfant est à l'école. S'il y a quelque chose qui arrive, on va m'appeler. Mais ça a été interdit et je crois que ça aussi c'est une cause du fait qu'on voit plein d'enfants dans les rues actuellement. Oui. Même ce matin,
Tu vois des enfants au niveau des feux rouges, ils attendent à peine le feu rouge vient de s'allumer, mais ils descendent sur la route avec des bonbons, des papiers mouchoirs. Mais si tu ne fais pas attention, comme on l'a dit, tes freins ne sont pas solides, mais tu peux écraser un enfant à cet instant T. Donc c'est vraiment un souci. Oui, on va te dire que bon, tu as sacrifié l'enfant pour avoir de l'argent. Voilà, donc chacun fait des cérémonies, bon, si cela est vrai, pour se faire de l'argent. Voilà des actions qu'on mène, c'est vrai, pour protéger les enfants, mais à quelque part, ça les pénalise. À quelque part, ça pénalise les enfants. Donc si l'État vraiment peut revoir cet aspect, je crois que cette année, il n'y a même pas eu de cours de vacances. Je circule un peu dans les établissements. Aucun établissement ne s'est permis de faire les cours de vacances. Alors que ça soulageait les parents, quoi qu'on dise. Supposons on est en vacances, quelqu'un est enseignant. Il doit se reposer. Et la plupart du temps, les cours de vacances, ce n'est pas les enseignants titulaires qui font les cours de vacances. Moi-même, je l'ai fait quand j'étais en première terminale. On s'organise parce que comme on voit les enfants du quartier s'amuser, jouer aux cartes avec de l'argent, tout ça là, nous les grands frères, ça ne nous plaisait pas. Donc on a vu certains grands du quartier, on dit, ah, on va aller solliciter. On avait un établissement à côté. On est allé solliciter, le directeur a dit, il n'y a pas de problème, qu'on peut le faire. Et on a lancé les cours de vacances. Donc, on occupait les enfants du quartier. Pas seulement on les éduquait à l'école, mais on leur donnait des notions de vie en général, surtout ceux qui sont un peu grands. Comment respecter. Quand ils arrivent le matin, on prend soin de voir est-ce que tout le monde sait laver. Donc, ce n'était pas que c'est des cours de vacances pour se faire de l'argent, mais en ce temps, c'était combien? C'était juste 200 francs pour acheter de la craie. Pas pour se faire un salaire. Nous, on était élèves, donc bon, c'était pas un problème. Alors, donc vous voyez tous ces mécanismes. Aujourd'hui, on a tendance à oublier ça. Et ça fait que les enfants ne sont plus occupés comme il le faut. Et comme je le disais, un enseignant qui a parcouru toute l'année, maintenant il doit se reposer. Il est dans une maison de location où il y a plein d'enfants. Il sort, il est à la maison, mais il ne peut pas se reposer parce que le bruit des enfants, mais c'est terrible. À peine moi, j'ai 4-5 à la maison, mais on dirait que c'est comme c'est toute une planète qui fait du bruit. Les cris par ici, on appelle tel par là, c'est des canettes qui tombent par ici. Tu ne peux même pas te reposer à la maison. Donc ces petits cours de vacances-là permettaient au moins d'occuper les enfants et de permettre aux parents de vaquer un peu librement à leurs occupations avant de revenir. Parce qu'on n'a pas la culture des garderies. S'il y avait des garderies aussi, ça peut aider les parents. Mais actuellement, on n'a pas vraiment confiance dans ces centres de garderies-là aussi. C'est des problèmes. À plusieurs endroits, on a mis les caméras, mais on voit comment dans les garderies aussi, on maltraite les enfants. Donc les gens ont peur de laisser leurs enfants dans ces conditions avec des inconnus carrément comme ça, clos. Au moins si c'est à l'école, tout le monde est là, il le voit. Mais dans une garderie, c'est un peu clos, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait à l'enfant, qu'est-ce qu'on donne à manger à l'enfant. Donc il y a tous ces aspects-là qu'il faut voir. Et peut-être à l'État d'aider les communes à avoir des centres de loisirs. Ce n'est pas forcé que ce soit des centres où on doit payer avant de rentrer, non. Supposons si on prend le lycée Egiranawe, la mairie peut recruter peut-être un professeur de sport spécialiste dans le basket, quelqu'un qui est spécialiste dans le foot, quelqu'un qui est spécialiste dans le hand. On leur dit, ok, d'accord, on va faire de telle sorte que de 8h à 10h, on demande aux enfants de quartier de venir. Lundi, celui qui fait faire le basket, il vient avec le coach de basket. Donc ça fera que les enseignants là, on les prend, la mairie peut leur signer un contrat peut-être de 2 mois. Et eux, leur boulot, quand ils sortent le matin, ils viennent sur le terrain. Les enfants qui viennent de 8h à 10h, ils occupent les enfants à faire du sport. Vous n'allez pas voir un enfant qui a fait du sport de 8h à 10h rentrer et se permettre encore de sortir s'amuser. Puisqu'il est déjà fatigué, il va se reposer à la maison. Même s'il doit sortir, c'est peut-être 15h, 16h, juste pour voir ce qui se passe dehors. Et il revient à la maison. Parce que le lendemain, il sait qu'il doit retourner et il doit encore faire performance. Et on met des prix pour les meilleurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on cultive
l'excellence au niveau des enfants, la compétition. Est-ce qu'il y a ça aujourd'hui entre nos enfants? Non. Il faut cette culture d'excellence et de compétition. Ça va faire que l'enfant va mûrir son intelligence et va chercher à se perfectionner. Mais si on n'est pas à ce niveau, bon, chacun va vouloir faire passablement ce qu'il a à faire et puis il évolue. Vous parlez du sport et nous savons, c'est ça aussi, les enfants, comme nous le disions, ils jouent dans les rues. Ils jouent dans les rues. Et si vous allez là où il y a les aires de sport ou bien les terrains de sport, vous allez voir que c'est des grands. C'est les adultes ou bien c'est des jeunes qui sont avancés en âge qui jouent peut-être du démarquage ou bien qui jouent au grand poteau et voilà, et ils occupent le terrain ou bien ces terrains-là et les enfants, les adolescents n'arrivent plus à trouver d'espace pour pouvoir pratiquer leur jeu et tout ça là, je voudrais dire que tout ça là amène ces enfants à trouver quelque part dans la rue et faire le jeu, comme les Anglais disent, faire le game. Et oui. Voilà, et tout. Et comme vous parlez tout à l'heure le fait que la mairie ou bien les autorités compétentes recrutent des coachs de sport pour pouvoir occuper ces enfants et pour bien planifier le programme et avoir un emploi du temps bien défini. C'est ça. Je voudrais qu'on reste en ça et on parle sérieusement, on adresse, parce que nous sommes là pour pouvoir adresser nos paroles acquis de droit et c'est aussi le lieu pour nous d'envoyer nos doléances à nos autorités, à ses parents, pour qu'ils puissent vraiment jouer le rôle qui est de leur. Voilà. Voilà, comme vous le dites, c'est vrai, souvent il y a des adultes qui occupent les terrains, mais ça peut s'organiser. On peut dire lundi, mardi, c'est réservé aux enfants de peut-être 5 ans à 12 ans. Mercredi, on donne encore une tranche d'âge. Jeudi, ainsi de suite, jusqu'au samedi. Les mairies peuvent réquisitionner, comme on le dit, tous les terrains qui sont sous son territoire. Au niveau des écoles, on a combien d'écoles publiques qui ont des terrains. On a combien d'écoles privées qui ont des terrains. Et on occupe ces terrains et on passe un communiqué. Mais vous verrez que ça va être une joie même aux enfants d'aller apprendre des choses. Moi, j'ai appris à jouer au tennis grâce à ça. On était à Sokodé, on était encore petit quand le campement de Sokodé a lancé une fois en vacances cet événement-là. Donc, tout le monde qui était intéressé à aller, c'est là moi j'ai appris à jouer le tennis. En plus de cela aussi, il y avait le service des affaires sociales de Sokodé qui avait organisé 2 à 3 années consécutives des jeux au centre communautaire. C'est-à-dire, il y a des jeux du Scrabble, du Dame, des jeux de Ludo, mais quand tu joues, ça te permet de monter en échelle, et on peut te cogner, tu redescends, voilà. Et je me suis fait plein d'amis là-bas. Donc ça fait que chaque matin, c'est-à-dire que quand tu te réveilles, tu fais rapidement ce qu'il faut faire à la maison, et puis rapidement tu cours, tu es là-bas. Donc ça fait que ça nous occupait. Ça fait que ça nous occupait. Si vraiment les mairies peuvent réfléchir à cela, monter ces petits projets-là, bon, on peut le faire et puis leur envoyer. Monter ces petits projets-là pour que pendant les vacances, les enfants soient réellement occupés à faire quelque chose. On a des clubs d'athlétisme, on peut organiser des petites activités pour occuper les enfants. Il ne s'agit pas d'avoir des fédérations, mais on attend seulement que, bon, on a envoyé des athlètes pour jouer à tel, mais on ne voit pas, mais c'est où ces athlètes-là se sont entraînés, dans quelle équipe, dans quel club pour monter. On a les fédérations de basket, de handball, de volley, de beach volley, de tout ça là. Mais c'est le moment des vacances là. Il faut faire sortir les talents. Les gens ont envie de le faire, mais ils n'ont pas d'opportunité et d'occasion de le faire. Moi, j'ai joué au hand quand j'étais au collège. Mais tu débarques ici, tu ne sais pas où le faire.
Alors que c'est un jeu qui épuise. Un enfant qui fait du handball de 8h à 10h, mais il rentre, mais difficilement il va pouvoir manger. C'est un jeu physique. Ça me rappelle mon temps au collège. Moi aussi, j'ai joué au volleyball lorsque j'étais au collège. Voilà. C'était l'un de mes games les plus phares. Voilà. Oui, c'est bien. C'est là. Donc toutes ces activités, surtout l'athlétisme, le cyclisme, ça va permettre non seulement d'occuper les enfants, mais de faire éclore les talents. Oui, c'est ça. Éclore les talents. Ce n'est pas seulement à l'école qu'on va et puis on va devenir quelque chose. Non. Les joueurs de foot, ils vivent du foot. Il y a des athlètes, ils vivent de l'athlétisme. Mais nous aussi, il faut qu'à un moment donné, on réfléchisse à comment faire éclore d'autres talents. Que ça ne soit pas seulement un travail de bureau ou bien un travail Le travail de bureau ne paie pas. Il ne paye pas. Voilà, quand tu es employé de quelqu'un, vraiment, ce n'est pas vraiment ça. Donc, il faut des activités pour éclore les talents. Et vraiment, ça va booster toute l'économie en général. D'accord. Vous avez suffisamment parlé et vraiment, j'espère que nos téléspectateurs ont pris bonne note. Ils sont en train de se dire, voilà, nous voudrions une telle initiative. Et comme nous sommes en train de parler, je sais que quelqu'un serait quelque part pour dire, voilà, je vais essayer d'écrire un projet adressé à notre mairie pour voir ce que ça va donner. Et votre enfant, monsieur Benjamin, part en vacances chez l'un de vos proches et cause un dommage et qui va réparer le tort causé par cet enfant. Est-ce vous ou la famille d'accueil? Voilà. C'est une question très pertinente. Bon, alors, il y a deux aspects. Plus haut, on avait parlé de la responsabilité parentale, oui. de la légalité. Oui. Donc, dès qu'un enfant est avec quelqu'un, Oui. la personne devient le parent de cet enfant. Automatiquement, c'est lui qui assure tout de cet enfant. Oui. Donc, si l'enfant va en vacances et il cause un dommage, Oui. c'est le tuteur qui est le premier responsable pour assurer ce dommage. Oui. Parce que si à l'instant T, on veut attraper le parent de l'enfant, c'est le tuteur, on va aller prendre chez lui. Parce qu'on sait que l'enfant, là, il sort de cette maison. Voilà, c'est après ça maintenant qu'on va remonter et voir qui est le vrai père de l'enfant et qu'est-ce que l'enfant fait avec toi. Voilà. Donc la première responsabilité incombe au tuteur avec qui l'enfant se trouve. Maintenant, si le tort est vraiment très grand, qu'il faut de l'argent ou bien le tuteur peut demander aux parents, ton enfant a posé cet acte et ça a entraîné ceci. Ton enfant peut-être n'est pas dans ce pays, il est hors du pays, il est peut-être en Occident, il est allé en vacances là-bas et il cause le tort. Et vous allez appeler son vrai père ou sa vraie mère pour acheter le billet d'avion, prendre le vol pour venir vous récupérer. Pas acheter le billet d'avion, mais tu lui fais le rapport du tort que l'enfant a causé. Est-ce que ce tort-là peut causer le rapatriement de l'enfant? Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Parce que on est en Afrique. Il ne faut pas que demain l'enfant soit rapatrié et le père qui est ici dise que oui, il n'a pas aimé que mon enfant soit là-bas et que mon enfant n'est pas responsable. C'est pourquoi on l'a collé au dos cet acte-là pour qu'on puisse ramener l'enfant. Donc il y a ces aspects-là aussi à regarder. Mais le fait que le droit en Occident, bon, c'est un peu pointu et ils suivent les âges. Alors, il y a un autre aspect. Quand on parle de responsabilité parentale aussi, ça a une limite. On est responsable de l'enfant jusqu'à ce qu'il ne soit majeur. À partir de la majorité requise de l'enfant, mais il va voler de ses propres ailes. Donc, ça s'arrête à quelle tranche d'âge? Normalement, à 18 ans. 18 ans, c'est l'âge de la majorité au Togo. Oui. Normalement, quand un enfant arrive à 18 ans, le papa n'a plus de responsabilité. C'est-à-dire qu'on sous-entend qu'il est libre de choisir maintenant. Mais aujourd'hui, nous voyons dans nos pays, surtout en Afrique, si un enfant
de 30 ans même cause un tort, il fait quelque chose, on vient chercher ses parents automatiquement et l'affaire se joue entre les parents. Oui, ça dépend du contrat que l'enfant a signé avant de poser l'acte. Il y a certains contrats où tu t'engages à ce que tes parents soient mis en jeu si tu ne respectais pas les clauses du contrat. Il faut voir cet aspect-là aussi. Je peux aller signer quelque part pour prendre de l'argent. On me dit, mais si ça chauffe, c'est qui est ton responsable, qui on peut aller attraper. Et tu mets le nom de ton papa, tu mets le nom de la maman. Donc le jour où tu ne vas pas respecter ton contrat, mais c'est eux, on va aller attraper. En temps normal, à 18 ans, quand tu arrives à la majorité, les parents n'ont plus de responsabilité. Mais les parents ont la responsabilité quand tu es toujours élève ou étudiant, ou bien en formation. Ils doivent toujours prendre soin de toi jusqu'à ce que tu n'atteignes l'autonomie financière. Il y a l'aspect là aussi qu'il faut voir. Parfois, certains enfants ils se disent que j'ai 18 ans, c'est fini. Bon, il sort, il fait ce qu'il veut, mais il revient à la maison, il ne veut pas être sous l'autorité des parents, mais il veut que les parents le nourrissent toujours, l'habillent. Non. Tu as 18 ans, bien sûr. Si tu as ton autonomie financière, tu vas te débrouiller. Le parent n'a plus rien à te dire. Mais si tu as tes 18 ans, tu es toujours en formation, étudiant ou élève, tu es toujours sous la responsabilité de tes parents. Donc les parents ont obligation de prendre soin de toi. Donc ils ont toujours une autorité sur toi, malgré que tu as 18 ans. Mais cette autorité-là n'empêche pas du fait que si tu commets un acte qui doit t'amener en justice ou en prison, que tu n'ailles pas, parce que tu as l'âge majeur. Donc à 18 ans, si tu commets un acte qui te condamne au pénal, et on va t'enfermer. C'est pas parce que le parent continue de prendre soin de toi qu'on ne va pas t'enfermer. Non, non, non. Mais il y a ces aspects-là aussi qu'il faut regarder et savoir quand prendre soin de l'enfant, quand mettre fin. Mais on sait que souvent en Afrique, même à 35, 40, 50 ans, on vit peut-être sous le toit toujours du vieux ou de la maman. Et puis aussi, il faut voir l'aspect qui doit avoir l'autorité parentale. Bon, en Europe, bon, je ne sais pas trop notre législation en dit quoi, mais en Europe, quand les deux parents sont légalement mariés, les deux ont l'autorité parentale sur l'enfant. Alors, maintenant, s'ils ne sont pas mariés et que le papa a reconnu l'enfant avant ses 1 an, c'est lui qui a l'autorité parentale. Mais si le papa n'a pas reconnu l'enfant jusqu'à dépasser l'âge d'1 an, c'est la maman qui a l'autorité parentale. Parce que les deux ne sont pas mariés. Donc c'est ce jeu-là que le législateur en Europe met toujours. Ce qui est bon, c'est que tout ça là est fait pour la protection de l'enfant. Donc ici vous voyez bien, aux États-Unis, l'enfant et la femme sont tellement protégés que un simple geste envers ton propre enfant, mais le service social va venir te le retirer. L'enfant et la femme sont tellement protégés que les hommes se sentent oui, ben c'est comme si les hommes sont exposés. Les hommes sont exposés, bon, pas vraiment exposés, mais on se dit que l'homme a toujours le pouvoir dans toutes choses. Donc il faut au moins garantir la sécurité de l'enfant et de la maman par les lois. Voilà, donc c'est en quelque sorte comme ça. D'accord, monsieur le sociologue, merci pour tout ce que vous faites pour l'éducation de la jeunesse, des adolescents et tout ce qui va avec pour vos interventions dans les différentes émissions, partout où vous allez, tout ce que vous donnez comme conseil. Et nous continuons toujours cette émission. Parlons toujours de ces enfants qui occupent les voies juste pour une question de distraction. Je trouve qu'il faut faire appel aux autorités du pays aussi pour régler cela. Et qu'en pensez-vous? On en a déjà parlé, mais je voudrais vraiment qu'on reste sur cette piste pour pouvoir décortiquer les choses là-dedans. Oui, et sur cette piste, c'est très important. Il faut que les autorités ouvrent un œil. Parce que l'avenir du pays, comme on le dit, l'avenir du pays, c'est dans la jeunesse. Si la jeunesse part sur de mauvaises bases,
ce que l'avenir ne sera pas un avenir radieux. Donc la compétition, l'amour du travail commence depuis l'enfance. Si on n'apprend pas à un enfant à lire depuis le bas âge, ce n'est pas quand il va être grand qu'il va avoir un amour à la lecture. Alors qu'on le sait que la lecture permet au cerveau de se régénérer. La lecture, surtout quand tu lis un texte difficile, ça permet aux neurones de se reconnecter. Donc ça ouvre encore l'esprit et l'intelligence. Donc il faudrait que vraiment l'État prenne à bras le corps ce problème pendant les vacances. On doit avoir des bibliothèques publiques. Il faut qu'on puisse, l'État puisse aider les communes à mettre en place des bibliothèques publiques, créer des centres de loisirs. C'est vrai que ça va faire un peu dépenser, mais ce n'est pas assez dépensé quand il s'agit de l'avenir de nos enfants. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir un enfant aujourd'hui qui a peut-être 6, 7, 8 ans et dire du jour au lendemain qu'il a été écrasé par une voiture parce qu'il jouait. Et ça aussi, c'est un autre problème parce que la plupart de nos quartiers n'ont pas réellement de terrain de jeu. C'est ça aussi le problème. Les réserves administratives ont été, en quelque sorte, bradées à un moment donné. Il y a dans certains quartiers, vous ne verrez même pas un petit lopin de terre pour le jeu, ou bien en perspective pour construire un centre de loisirs. Il n'y en a pas. Donc ça fait que souvent les enfants sont obligés de se mettre dans la rue, dans un coin de rue, et de se mettre à jouer. Et la plupart du temps aussi, nos conducteurs, ils veulent sortir du vent, ils ne klaxonnent pas, ils ne font rien, ils rentrent. Nous avons même rencontré ce problème-là aujourd'hui en venant ici à la télé. C'est ça. On rencontre ça tous les jours. C'est vrai que l'autre fois, l'État a pris une initiative de créer un nouveau code de la route. Ça aussi, peut-être dans un autre débat, on va en parler. Dans la circulation, ce n'est pas vraiment ça. Donc ça fait que, alors que l'enfant regarde, c'est-à-dire que quand on dit éduquer, l'enfant regarde le grand frère et lui aussi le fait. L'enfant regarde le grand frère. Prenez un parent qui a les enfants dans sa voiture. Alors que peut-être l'enseignant a dit à l'enfant, quand le feu est rouge, on s'arrête. Quand le feu est vert, on passe. Mais l'enfant est dans la voiture, le feu est rouge, il passe avec son papa. Mais vous voyez que vous créez déjà une contradiction dans la tête de l'enfant. L'enfant est embrouillé entre l'enseignant et son papa qui dit la vérité. Alors que le parent est le premier modèle de l'enfant. Et l'enseignant vient en seconde position. Mais vous verrez que dans les deux cas, l'enfant va être obligé de dire à quelqu'un, soit le parent ou soit l'enseignant, que tu mens. Parce que l'autre fois c'était rouge, papa est passé. Mais il ne pouvait pas traiter l'enseignant du vrai. C'est ça. C'est son papa qui est vrai. C'est son papa qui est vrai. L'enseignant le faux. Donc vous voyez, parfois nos actes même créent des contradictions dans la tête des enfants. Et ça fait que les enfants ont du mal à choisir. Parce qu'à l'école on dit ceci, le parent fait autre chose. À la maison, le parent dit ceci, l'enseignant fait autre chose. Il n'y a pas une cohérence d'action dans l'encadrement de nos enfants. Vraiment, il faut que l'État revoie cela pour que vraiment l'avenir de nos enfants ne soit pas hypothéqué dans quelques années. C'est très important. Donc, créer des centres de loisirs, pas forcément pour que ça soit payant. À côté ici, il y a le centre Togo 2000. Mais on peut utiliser ça comme un centre public pour permettre aux enfants de venir jouer. On met des livres, on fait des jeux de lecture, des jeux de Scrabble. Tous les enfants du quartier, même les enfants peuvent quitter d'autres quartiers pour venir voir ce qui se passe. Et peut-être chaque samedi ou chaque dimanche, on fait une petite soirée de 15h à 18h. On rassemble les enfants, ils jouent, on fait un peu de sketch, on donne les prix. Ça motive les enfants. Il faut toujours motiver les enfants. Quand on était au primaire, on faisait des TM. Et parfois, on vous demande de faire des petits groupes et de faire un dessin. Donc ça motive, c'est de la compétition. Ça permet à chacun d'imaginer plus que l'autre. Voilà. Donc si on n'est pas dans cette dynamique, vraiment, c'est pas bon pour nos enfants demain. Il y a un gros point d'interrogation. Oui, il y a un gros point d'interrogation. Il faut que les autorités aident nos mairies
surtout dans ce processus de décentralisation et de gouvernance locale, à vraiment mettre un accent sur l'occupation des enfants en temps mort, comme les vacances. D'accord, tout est bien qui finit bien. Dans quelques instants, nous allons fermer les portes du palais. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci aux techniciens et à mes collaborateurs. Et merci à vous, monsieur Nabri Siba, et pour votre intervention. Et comme nous sommes déjà à la fin de cet entretien, qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui nous suivent, surtout aux parents? Voilà, merci monsieur Mathieu. Je vous en prie. Et concernant le mot de fin, alors il faut dire aux parents que c'est vrai que actuellement on court dans tous les sens pour pouvoir avoir quelque chose à la maison, pour nourrir ces enfants-là qu'on a. Mais il ne sert à rien de courir et de laisser son enfant dans l'insécurité. Donc, que les parents fassent un effort de responsabilité pour responsabiliser les enfants. Il n'y a pas ce discours la plupart du temps entre les parents et les enfants. Parlez aux enfants, montrez-leur le bien fondé des conseils que vous leur donnez. Parlez à l'enfant. C'est vrai, l'enfant, au premier regard, c'est comme il est réticent. Mais le fait de lui parler 1, 2, 3 fois, il prend conscience. Et le fait aussi qu'on ne tape pas les enfants, bon, ça fait aussi qu'à quelque part, l'enfant fait quelque chose, tu le conseilles, ça ne va pas. Mais essaie de le taper. 1, 2 fois, il va se dire que, ah, papa n'aime pas que je fasse ceci. Mais si je fais ceci, papa ne me donne pas le petit déjeuner. Si je fais ceci, papa, en rentrant, il ne m'achète pas peut-être du chocolat ou bien du pain. Qu'on ait cette habitude-là. Tu as donné des consignes aux enfants. Le soir, en rentrant, achète des petits cadeaux. Quand tu rentres, tous les autres enfants te feront les rapports. Chacun fera le rapport de l'autre. Oui. Donc, tu feras parmi les enfants-là. Qui a été plus têtu, tu lui dis non, toi, aujourd'hui, je ne te donne pas ton enfant. Parce que tu as fait ceci, ceci. Ton frère m'a dit, ta petite soeur m'a dit que tu as fait ceci. Alors que je vous avais dit de ne pas le faire. Le fait que tu l'as fait, je ne te donne pas ton cadeau. Mais les autres seront contents qu'ils ont respecté les consignes et ils ont eu du chocolat ou bien un franc de 50 francs ou 25 francs. Demain, l'autre va se corriger. Souvent, ça ne se dit pas, mais c'est des choses qu'il faut dire pour que les parents sachent. Mais à la place de frapper l'enfant ou d'une punition corporelle ou autant, qu'est-ce qu'il faut faire pour amener l'enfant à être dans les rangs comme on le veut? Supposons tu dis à l'enfant ne sors pas dehors. Le soir, tu reviens, on te dit que presque toute la journée, ton enfant était sur la route, il s'amusait, tout le monde était fatigué de l'interpeller. Tu lui parles et le lendemain, tu dis, le soir en venant, je vais acheter du pain. Si on me dit que tu as été sur la route, je ne te donne pas ton pain. Vous verrez que petit à petit, on va redresser les enfants. Voilà. Donc c'est en cela que les parents vraiment doivent s'engager, avoir un dialogue avec les enfants, discuter avec les enfants. Nos enfants maintenant, ce n'est plus comme nous. On n'était pas curieux, on ne cherchait pas. Non, non. Avec les réseaux sociaux, les enfants écoutent, ils voient la télé, tout un tas d'histoires. Discutez avec eux, échangez avec eux. Vous serez surpris du niveau de connaissance de vos enfants. Merci, monsieur. Rappelons une fois encore le thème de cet après-midi avant de vous quitter, chers téléspectateurs, la responsabilité des parents en période des vacances. On se retrouve le mercredi prochain dans cette émission avec d'autres invités, bien sûr, à 14h GMT. Bonne suite de nos programmes sur la JCTV. Alors, je vous souhaite une bonne suite de journée également. Au revoir.